Alors, au programme de ce mois-ci, des femmes sauvages et un peu une envie de se flinguer en buvant de la vodka. Bonjour et bienvenue dans la vidéo du mois de mars dans laquelle je vais récapituler l'ensemble de mes lectures du mois de mars. Mon nom est Séraphine, vous pouvez m'appeler Séraph. Petit disclaimer avant de commencer, je fais l'expérience d'enregistrer sans aucune préparation et surtout sans mon matériel habituel. J'expérimente, je sors en dehors de ma zone de confort et je vais simplement tourner une vidéo avec mon téléphone qui est devant moi, sur mon bureau. Il n'y a aucune lumière, il n'y a pas de micro. Ça, c'est le truc qui va me faire le plus grincer les dents. J'espère que le son va être correct. Et sans plus tarder, on va commencer. Ma première lecture de ce mois-ci, ça a été un livre que j'ai complètement attrapé par hasard, simplement parce que la couverture était très belle. Ça s'appelle Les Dents de lait par Hélène Bukowski. Si je me trompe pas, c'est un premier roman qui est sorti il y a 1 an ou 2. Et il s'agit d'une autrice allemande. Le livre prend place dans une région qui a été touchée par ce qu'on suppose être un effondrement écologique plus ou moins proche de notre époque, en tout cas avec des technologies assez similaires aux nôtres, bien qu'extrêmement réduites. Le livre est centré sur 2 personnages, Skold, j'espère bien le prononcer, et sa mère Edith, qui donc habitent dans cette petite région dont les habitants, pour se prévenir des étrangers dont ils sont terrifiés, ont fait sauter toute voie d'accès à leur presqu'île. Elles sont elles-mêmes assez isolées du reste des habitants de la petite région où se déroule l'histoire, puisque Edith en fait est une étrangère. On ne sait pas trop comment, c'est jamais vraiment expliqué, on sait juste qu'elle a réussi à traverser le courant qui sépare les habitants de l'île du reste du monde qu'ils craignent tant. Elle a atterri là avec des valises, des fourrures, du maquillage, et si ça n'avait tenu qu'au reste des habitants de l'île, il l'aurait sans doute tué. Seulement, le père de Skold a pris sa défense, l'a ramenée chez lui, où il a pris soin d'elle, ils ont fini par tomber amoureux, et puis il est mort un beau jour. On ne sait pas trop comment non plus, je crois. Il y a énormément de mystères dans ce livre. Et Skold est née, et les habitants, du coup, n'y ont pas touché. Cependant, elle reste quand même assez mal vue et plutôt isolée du reste du village. Edith va donner une éducation très très particulière à sa fille. Ça va être entre le survivalisme et en même temps, elle va rester cloisonnée dans les 4 murs de leur maison et Edith la défendra pendant toute son enfance de ne serait-ce que quitter le jardin sans sa protection. Bien évidemment, un beau jour, Skold finit par transgresser les règles et va commencer petit à petit à s'aventurer de plus en plus loin dans les bois autour. Elle se rend compte qu'absolument rien ne se passe, elle croise d'autres enfants du village, et le jour où Edith apprend qu'elle lui a désobéi, ça va être une grosse trahison qui va définitivement séparer la mère et sa fille. Bien plus tard, Skold, au cours d'une de ses promenades, elle est adolescente à présent, tombe sur une petite fille complètement rousse. Ce qui est mystérieux, c'est que absolument personne sur l'île n'est roux, et qui plus est, c'est un trait qui pour eux est très 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 mal vu. Skold va quand même prendre pitié de la gamine, la ramener chez elle, et à la suite de ça, ça va déclencher une réaction extrêmement hostile de la part du reste des habitants de l'île. Ça va donc être une bataille de Skold pour protéger l'enfant, tout en essayant de protéger leur situation au sein de l'île et de sa communauté, et aussi essayer de gérer sa mère Edith qui est très particulière, qui petit à petit va commencer à s'habituer peut-être un peu trop à l'enfant qu'elle-même elle voulait tuer initialement quand Skold l'a ramené. Ce qui est intéressant ici, c'est que le livre s'ouvre sur la fin. La narration est écrite sous la forme de mémoire de Skold, qui va se remémorer une bonne partie de son enfance jusqu'à ce moment décisif où elle rencontre la gamine et tout ce qui va se passer ensuite par rapport au village. Alors, j'ai bien aimé la lecture de ce livre, et en même temps, il est assez abstrait à certains moments et peut-être un peu trop mystérieux. C'est assez particulier parce que certaines situations, je les ai trouvées assez concrètes, très terre à terre. Et il y a d'autres moments qui sont à la limite du fantastique. Et ça oscille constamment entre quelque chose de très fantastique, très poétique, et en même temps quelque chose de très réaliste et de très brutal. Avec, entre les deux, toujours
ce truc de tout leur environnement est en train d'évoluer, de changer. Ça commence par les animaux qui petit à petit perdent tous leur pigmentation et deviennent tous blancs. Ensuite, la mort de beaucoup d'animaux au point qu'il y ait des pluies d'oiseaux morts qui tombent du ciel. Et il y a tout ce climat de désastre écologique mélangé à tous ces drames familiaux, sentimentaux et de relations humaines est très particulier. Je pense que ça mériterait en fait carrément que je le relise en ayant maintenant tout le fil de l'histoire en tête pour pouvoir peut-être capter un peu mieux toutes les subtilités du livre. Autre point négatif du livre, il coûte 23€. Enfin 22,40€. C'est un petit peu la thématique de la maison d'édition. Néanmoins, je sais pas si en vrai j'aurais payé aussi cher pour ce que c'est. Le livre est très beau, il est plein de poésie, mais je suis quand même restée à la fin avec la petite amertume de... j'ai un peu l'impression de pas avoir dépassé le crescendo du livre. Enfin, la fin m'a vraiment laissée sur ma faim, justement. Je demanderai à lire parce que c'est son premier roman, si je me trompe pas, elle doit avoir quasiment le même âge que moi, elle a 26 ans, donc rien que ça c'est très impressionnant, bravo à elle. Mais je demanderai à avoir d'autres livres de cette autrice. En tout cas pour un premier roman c'est quand même bluffant. Hein. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci et que j'ai adoré, Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, c'est ça, de Delia Owens, qui lui est sorti il y a un petit peu plus de temps. Il est sorti en 2018, tout ça pour ça. Le livre commence dès le premier chapitre en nous envoyant une bombe, ça commence en 1969 et on apprend que le corps d'un homme a été retrouvé mort dans un marais. Chapitre 2, on revient en arrière en 1952 et à partir de là, le livre va nous raconter l'histoire de Kia. Kia est une enfant qui, si je ne me trompe pas, a 7 ans quand on commence le livre. Et en fait, de mois en mois, tous les membres de sa famille vont la quitter. On va apprendre que sa situation familiale est assez particulière, qu'il y a des abus de toutes parts, principalement du père qui ruiné les a fait venir vivre dans le marécage où ils habitent actuellement. C'est un homme alcoolique qui joue l'intégralité de l'argent qu'il gagne et qui, en plus, bat sa femme et ses enfants. Ça commence par l'abandon de la mère et au fur et à mesure, les frères et les sœurs de Kia vont la quitter jusqu'au moment où son père la laissera également. À partir de là, la petite fille va devoir se battre. Elle va devoir se battre pour survivre, pour apprendre à s'alimenter, à gagner de l'argent en ayant 10 ans et surtout se battre pour pouvoir conserver son indépendance et rester aussi solitaire qu'elle le souhaite. C'est un roman initiatique, mais pas que, je dirais, qui est incroyable. Oh là là, après j'ai pas envie de le survendre, parce que si je le survends trop, vous pourriez être déçus, parce que en fait toute sa beauté, c'est sa simplicité. Et en même temps, est-il réellement si simple que ça? Alors déjà moi ce que j'ai adoré, mais qu'au début j'ai pas du tout aimé, c'est que dans la narration, dans la prose de l'autrice, il y a quelque chose de poétiquement exagéré. Et en fait au début ça m'a pas mal perturbée parce que je trouvais que ça faisait un peu pompeux et snob. Alors je ne sais pas si c'est le fait que je me sois habituée ou bien que c'est un style qu'elle va petit à petit perdre au fur et à mesure du livre, mais en tout cas au bout du 4e chapitre j'étais complètement absorbée dedans et après ça je l'ai dévoré. Je l'ai trouvé assez similaire à Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee qui avait été, je pense, l'un de mes plus grands coups de cœur de l'année dernière. Il est aisément dans mon top 3 des meilleurs livres que j'ai pu lire l'année dernière. Et en fait, on retrouve un petit peu la même chose. Une enfant un peu sauvageonne qui raconte ses mésaventures d'enfant un peu sauvageonne. On est dans une partie des États-Unis extrêmement rurale qu'on n'est pas nécessairement habitué à voir, mais sans la caricature qu'on pourrait poser dessus. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Et le tout avec des histoires qui sont finalement assez simples, mais dans un décor qu'elle réussit à rendre complètement fou. Je vous défie à la fin de ce livre de pas avoir envie d'aller vous promener dans un marécage et d'avoir l'impression d'être dans un pays de contes de fées. Petit à petit, on commence par voir au travers des yeux de Kia l'humanité et l'environnement qui l'entoure. Et en fait, c'est tout un voyage qui est très très beau. Voilà. C'est un page-turner, c'est le genre de livre, si vous commencez à lire, vous pourrez plus vous arrêter de le lire parce que vous
vous aurez un peu l'impression d'être aux côtés de Kia et d'aller observer les oiseaux et d'aller observer les insectes et les écosystèmes du marécage et de parler avec 2 individus par semaine. Ensuite, 3e livre, Circé de Madeline Miller. Parce que je voulais pas rester sur mon échec de ma lecture du Chant d'Achille. Parce que je savais que le Chant d'Achille, c'était parce que j'avais d'abord lu Le Silence des Vaincus, que je ne l'avais pas aimé. Et je me suis dit, voilà, il faut que j'arrive à voir ce que les gens voient en Madeline Miller, parce que je suis sûre que ces histoires sont pleines de qualité. Et alors là, par contre, Circé, comment j'ai adoré, incroyable, trop bien en vrai, très très bien. Bah ça, le résumé, il va être vite fait. Hein. C'est la vie de Circé, voilà. Ça va commencer par sa naissance, puis son enfance au sein du panthéon des Titans. Je ne sais pas vraiment si ça se dit, mais la distinction est très très appuyée entre les anciennes divinités, les Titans, et les nouvelles divinités, les Olympiens. Donc Zeus, Aphrodite, Athéna et toute la clique qu'on a plus l'habitude de connaître. Donc déjà je trouve ça super intéressant parce que ça nous parle davantage de mythologie, du panthéon, de comment est structuré le panthéon des dieux. Et je trouve ça intéressant parce que je trouve que c'est des histoires qu'on raconte finalement assez peu. Et je trouve ça assez intéressant du coup de voir des récits mythologiques qui rentrent pleinement au cœur de tous ces panthéons divins, mais par le prisme d'une divinité qui est complètement marginalisée par rapport aux autres. Circé, tout le monde la trouve moche, bête, soumise et globalement inintéressante. Et elle voit dans toutes les nymphes et toutes les naïades et tous les dieux qui l'entourent, et bah forcément des êtres qui sont magnifiques, resplendissants et qui vont déclencher en elle une admiration profonde, une grande loyauté et en même temps énormément de jalousie et de colère qui vont monter au fur et à mesure jusqu'au moment où elle commettra l'irréparable et pour la châtier, les Olympiens en accord avec son père, je sais plus qui c'est son père, merde. Nanana, des titans, nanana. Hélios, oh, c'est le soleil, je suis débile. Ok, jusqu'au moment où elle commettra l'irréparable et les dieux olympiens en accord avec son père Hélios, donc le soleil, vont décider pour la punir de l'exiler. Et là, c'est une révélation pour Circé. Complètement éloignée du regard de tous ces dieux qui la rabaissaient et l'humiliaient continuellement, elle se libère, explore une magie qui était en elle sans qu'elle ne l'eût soupçonnée, et à la suite de ça vont se dérouler tous les événements qui font que Circé, on la connaît par les récits de l'Iliade avec Ulysse. Ce qui est intéressant, comme d'habitude, c'est que c'est le point de vue d'une autrice sur un personnage féminin fort et va tourner en ridicule énormément de récits mythologiques qu'on a l'habitude de voir glorifiés par le héros fort, intelligent et vaillant. Et j'aime bien. J'ai bien aimé. Voilà. Il y a des moments qui sont très beaux, qui sont très forts. En plus, le livre nous passe plein d'histoires d'affilée sans que jamais ce soit trop et sans jamais que ce soit ni trop long ni trop court. En fait, je me rends compte en y réfléchissant qu'on nous présente toute la vie de Circé, mais il y a vraiment une continuité à tout ça. Chaque différente histoire va répondre à l'autre, faire avancer le personnage, mais aussi faire avancer tous les personnages avec qui elle interagit. Il y a une réelle évolution, et il n'y a jamais de moment de l'histoire où elle va trop accorder d'attention à cette histoire au risque de sous-estimer d'autres choses. Donc très bonne lecture également, que je recommande. Et en plus pas cher du tout, 8 € dans le format pocket, pas mal. Et ensuite le dernier gros bébé que j'ai commencé à lire, vu que techniquement je n'ai lu que le premier tome, c'est Crime et Châtiment de Dostoïevski. Et alors je l'appelle le gros bébé parce que clairement je pense que c'est le roman le plus court de tous ceux que j'ai lus ce mois-ci et c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Que dire de ce grand classique de la littérature russe? Le livre se passe en 1865 à Saint-Pétersbourg et va se concentrer sur toute une flopée de personnages. Si je me trompe pas, il est qualifié de roman feuilleton. Si je ne me trompe pas, c'est à fact-checker. Et l'histoire va se concentrer principalement sur Raskolnikov. Raskolnikov qui est un ancien étudiant en psychologie
qui, faute de moyens, n'a pas pu continuer ses études, a arrêté de travailler. Et là où commence le livre, il est dans une pauvreté des plus extrêmes. Il est constamment vêtu de haillons, n'a plus de quoi se nourrir, est criblé de dettes. Et la question que se pose Raskolnikov, c'est est-ce qu'un homme extraordinaire a-t-il le droit de tuer si c'est pour améliorer le sort de l'humanité? Et si cette personne-là tue, quel sera son châtiment? C'est un peu un livre dont je vais avoir du mal à parler parce que je me sens pas particulièrement légitime à en parler. Je pense que c'est un livre qui s'étudie autant qu'il ne se lit. Et en ça, déjà, étant donné que je n'en ai pas terminé la lecture, parce que j'ai acheté la version séparée en 2 tomes. Aujourd'hui, je crois qu'elle est rassemblée en un seul tome. Donc je vais avoir du mal déjà à résumer le propos du livre et même résumer quelle est ma réflexion par rapport au livre. Déjà parce que je ne l'ai pas fini. Et surtout, je pense pas en avoir terminé la réflexion, ne serait-ce que de ce premier tome. En fait, il est très dense, il y a énormément de symbolique, ou de ce que je suppose être de la symbolique, mais c'est le genre de livre, si à 16 ans on m'avait demandé de le lire, j'aurais sans doute, j'allais dire un gros mot, j'aurais sans doute fait caca sur ce livre, je l'aurais détesté. Mais en vrai, il est un peu imbuvable à certains moments, mais globalement il est quand même assez intéressant et il se tient bien, il se lit quand même assez facilement. Il y a juste vraiment des grands moments de dialogue entre chaque personnage qui vont expliquer leur point de vue sur une situation et sur quelque chose. Et alors là, c'est vraiment les gros pavés qui m'ont le plus freiné dans ma lecture. Mais en tout cas, franchement, je suis pas trop déçue de m'être lancée là-dedans. Je pensais vraiment que ça allait être un grand non, mais je voulais me laisser la curiosité de le lire. Et pour l'instant, c'est plutôt un oui. Et j'ai commencé là le tome 2, qui est plutôt un oui aussi. Qui continue de très bien se lire, de très bien se tenir. Je pense que c'est un livre qui peut se lire sans avoir besoin de l'étudier. J'exagère peut-être un peu, mais de toute façon, en fait, ces réflexions et ce propos est pas très subtil. Donc même juste le lire comme ça, il y a quand même un petit peu de philo qui rentre dans notre tête. Et en parlant de philo, petite anecdote, c'est que Nietzsche était un énorme fan de Dostoïevski. Et pour l'anecdote, dans Crime et Châtiment, il y a une scène où Raskolnikov va faire un cauchemar absolument abominable où des hommes saouls décident de faire un tour sur une calèche. Et le propriétaire du cheval et de la calèche ne fait que appeler de plus en plus de gens au sein de la calèche, tout en battant de plus en plus fort le cheval qui peut évidemment pas avancer et finira par le tuer. Et la petite anecdote, c'est que Nietzsche, 20 ans plus tard, va devenir complètement fou à cause d'une scène de ce genre-là. En voyage à Turin, il va sortir de chez lui et il va tomber immédiatement sur un cocher qui est en train de battre ses chevaux qui refusent d'avancer. Et ça va rendre Nietzsche... Il y avait déjà un petit peu de folie sous-jacente, on va pas se le cacher. Nietzsche va devenir complètement fou en voyant ça et va pleurer toutes les larmes de son corps, va se mettre entre le cocher et le cheval et après ça va sombrer dans un grand délire. C'est cette maladie mentale qui va finir par l'emporter. Si je me trompe pas, on considère qu'il est mort de mélancolie, la dépression bien vénère de l'époque. Donc voilà, je trouvais que la coïncidence était quand même vraiment étonnante. En lisant cette scène-là, et vu que c'est écrit ici que Nietzsche est trop fan de Dostoïevski, je me suis dit, c'est fou, est-ce qu'il a essayé de rendre hommage à Nietzsche de cette manière-là ou pas? Et ben non, vu que c'est arrivé 20 ans plus tard, ça serait même limite, est-ce que Nietzsche s'est pas inspiré de son livre préféré pour devenir fou? Ça, c'était vraiment mon petit livre d'intello de ce mois-ci. Ceci dit, Les Dents de lait, moi je pensais pas, mais c'est un peu un petit bouquin d'intello aussi. Ça, c'est pas trop des romans qu'on emporte à la plage en vacances pour poser son cerveau et rester tranquille. Sur ce, je l'ai pris en vacances. Très bien. Donc voilà, ça va faire un petit moment maintenant que j'enregistre. J'espère franchement que la qualité sonore et la qualité visuelle sera pas trop dégueu, que je réussirai à sortir cette vidéo, comme ça fera au moins une vidéo que j'aurai sortie au mois d'avril. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une petite story sur Instagram il n'y a pas longtemps pour expliquer un petit peu le point mort finalement de cette chaîne YouTube. Je pense que c'était peut-être un peu prématuré pour moi de considérer que j'aurais le temps de prendre de l'avance pour tourner
plus de vidéos. Je pense que j'aurais dû faire ça avant de lancer la chaîne plutôt que de la lancer et me dire que j'aurais le temps, parce que en fait j'ai eu un mois de février et de mars complètement catastrophique en termes d'emploi du temps. J'ai travaillé beaucoup plus d'heures qu'auparavant. Du coup ça a été un peu compliqué pour moi de m'organiser et surtout de réussir à admettre non, t'as pas le temps de le faire. Et pas forcément l'envie non plus avec tout ce que j'avais à côté. Donc du coup je me laisse le mois d'avril pour tourner plus de vidéos, écrire aussi plus de vidéos et revenir un peu plus en forme un peu plus tard avec un peu plus de vidéos préparées et du coup pouvoir être un peu plus régulière sur le long terme. Voilà, mais je voulais quand même sortir un petit truc. Ce serait quand même dommage de sortir des formats mensuels que même ça on n'arrive pas à les faire. Donc voilà, même si ça arrivait à la moitié du mois d'avril, c'était mes lectures du mois de mars. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes arrivé jusqu'au bout de mes baratinages. Je vous dis bonne journée, bonne soirée et surtout, la bonne bise!